Le départ des galères. Le 10 juin, Beaufort rapporte qu'il a reçu les ordres du roi par monsieur le tellier de tout ce qu'il a à faire pour le voyage d'Afrique. Sur le port, l'activité est intense. Bagages, caisses de vivres, fûts, barriques de vin, boulets, tonneaux de poutres s'entassent sur les quais. Chaque jour, de nouveaux navires marchands accostent pour charger ces monceaux de matériel. En application des ordres de Beaufort, on hisse à bord de chaque vaisseau de guerre une barque longue et 2 chaloupes en prévision de la descente à terre. L'embarquement des troupes est presque terminé. Sur le pont des navires mouillés en rade, on aperçoit les uniformes des soldats du roi. Les matelots s'affairent dans les mâtures, dans les batteries on entasse la poudre et les boulets, on fourbit les canons. Enthousiaste, la presse se fait l'écho de ces préparatifs. Elle salue déjà les actions d'éclat que ne manqueront pas d'accomplir les armées du roi. Le 17 juin, la Gazette de France annonce: le duc de Mercœur est allé à Toulon presser l'armement qui s'y fait. 8 galères sont prêtes pour aller joindre celles de Malte et prendre la route de Barbarie, où elles seront suivies de 17 vaisseaux sur lesquels il y aura près de 6000 hommes, outre grand nombre de volontaires, avec 60 barques aussi, chargées de soldats, de matériaux de guerre et de bouches. En dehors du silence gardé sur le site choisi pour le débarquement, le secret n'est plus de mise. Pour glaner des informations sur ces préparatifs, les pirates d'Alger n'hésitent pas à venir narguer de près l'escadre française. Une de nos galères, qui garde les côtes de Provence, relate la Gazette de France, s'est emparée d'un brigantin où il y avait 23 Turcs. Instruit par l'expérience de la précédente campagne, où les galères ont mis plus de 15 jours pour rallier la Sardaigne, Beaufort et de Termes prennent la sage décision de les envoyer à l'avance à Minorque, où doit se regrouper l'armada. Le 21 juin au matin, précédés de la capitane, sous le pavillon du marquis de Termes, les galères de France battant en cadence, la mer de leur longue rame, franchissent la passe de Toulon. La brise est favorable. On range les rames, on hisse les voiles. Tout le monde se plaît à reconnaître la qualité de ces galères, dont 6 sont pratiquement neuves. Leurs chiourmes, en revanche, ne sont pas au mieux. Les malades sont nombreux et les décès toujours aussi fréquents parmi les galériens. La Guette s'est vue contrainte d'acheter de nouveaux forçats. Beaufort, toujours optimiste, écrit pourtant à Colbert: quelques jours pour ravitailler ces 2 vaisseaux et l'escadre sera prête pour le grand départ. Le conseil du 23 juin 1664. Dès l'arrivée du chevalier de Clerville à Toulon, Beaufort convoque un conseil de guerre pour fixer les derniers ordres et décider définitivement du site du débarquement. Monsieur le chevalier de Clerville est arrivé, ce qui m'a donné bien de la joie assurément, rapporte le duc. Il n'y aura pas lieu de se plaindre de moi. On a tenu un conseil avec tous ces messieurs où les choses ont été examinées avec bien du soin. Il n'y a pas eu de différents sentiments. Pourtant, si l'on en croit Pélisson, bien informé, car il a eu accès aux archives secrètes du roi, Beaufort aurait fait une nouvelle proposition pour Bougie, mais elle fut rejetée par les habits de Clerville et par la crainte de prendre le change, si on laissait au choix de ce général de passer incessamment d'un objet à un autre. Dans son compte-rendu du conseil, la Guette écrit: nous avons conféré tout de nouveau avec monsieur le chevalier de Clerville, et après beaucoup de raisonnements qui ont été faits sur l'importance de Bougie et de Bonne, on s'en tint à Gigery, supposé toutefois qu'il soit tel que l'on rapporte qu'il est. Décidément, ce choix tracasse l'intendant. Beaufort s'inquiète des retards qui s'accumulent. Monsieur de Charuel se presse tant qu'il peut, confie-t-il à Colbert, et monsieur de la Guette aussi. Quant à moi, je les aide de toutes mes forces, le temps me paraissant si cher que j'ai beaucoup de douleur quand je vois que celui des galères passera bientôt, pour ce qui concerne de demeurer à la côte de Barbarie, le mois de septembre étant assez dangereux. Remarque inattendue de la part du duc qui est à l'origine de cet important retard. La délibération du conseil est maintenue secrète pour éviter la réaction de Constantinople. Si la Porte n'a jamais contesté à la marine française son droit de chasser les barbaresques, elle n'accepterait sûrement pas que la France s'implante définitivement sur la côte algérienne.
Aux aléas militaires de l'opération s'ajoute effectivement un risque diplomatique majeur, celui de voir le sultan de Constantinople profiter de cette intervention française pour restaurer sa domination sur le divan d'Alger, par trop indépendant à son goût. Les derniers rapports de Beaufort et de Clerville. Le 27 juin, les préparatifs sont enfin terminés. Il ne manque que le vent. À bord des navires mouillés en rade, on se repose de la fièvre des derniers jours. À terre, les rumeurs s'amplifient. Bien que l'on ait décidé de garder secrètes les délibérations du Conseil jusqu'à l'appareillage de l'escadre des Baléares, les marchands de Provence échafaudent déjà de rentables projets commerciaux avec la future base française de Barbarie. Maintenant que l'armada est prête, le moral de la guette s'améliore. Ces doutes font place à la certitude d'un brillant succès. J'ai si bonne opinion de l'entreprise de Barbarie, écrit-il à Colbert, que le désir que j'ai de voir un jour le commerce établi dans le poste que l'on y occupera m'a fait penser de convier M. Napoléon de Marseille de se vouloir appliquer à cette affaire-là ce qu'il m'a promis de faire si le roi a la bonté de vouloir lui accorder le consulat de la place que nous pourrons occuper en Afrique. Ainsi, un nouveau membre de la famille Napoléon rêve-t-il déjà de remplacer en Afrique Samson, tué 28 ans plus tôt lors de la tentative de prise de Tabarka. Profitant des 3 jours de calme que leur laisse le vent, Beaufort et Lafayette, chacun de son côté, rédigent un dernier rapport à Colbert. Le 30 juin, Beaufort commence le sien par un compliment d'usage. « Je reçois toujours fort agréablement les ordres de mon maître. Particulièrement, ils me sont expliqués par vous. Votre dernière du 20e du courant m'éclaircit de toutes choses si nettement que je n'ai qu'à les suivre sur le pied de la lettre. La missive de Colbert devrait comporter un grand reproche, car le duc tente de se justifier. Quant à la peine que le roi témoigne du peu d'expéditions que l'on a faites depuis que l'on a rétabli la marine, je ne parlerai point du passé, mais j'assurerai bien qu'à l'avenir, en mettant de bonne heure à la mer, et comme j'ai dit avec des vaisseaux légers, ceux de Tripoli tout au moins ne nous échapperont pas. Ceux d'Alger même seront bien embarrassés. J'étais novice il y a pas longtemps. Je commence, Dieu merci, à apprendre un pas et connais assez bien partie du Levant, et avec l'acharnement et la passion que j'ai pour le service de mon maître, je veux espérer être assez heureux pour lui donner satisfaction. » Beaufort fait un dernier point avant son départ pour l'Afrique. « Notre infanterie est à bord de laquelle je vous envoie des revues. Nous avons ôté tous les invalides et petits garçons. Chacun paraît le mieux intentionné du monde, et dans une union telle que Sa Majesté la peut désirer, assure-t-il une nouvelle fois. Il ne nous reste pratiquement que d'avoir du vent un peu favorable. Ce soir, je coucherai à bord afin de tirer le coup de partance et mettre à la voie si le vent nous peut servir, ayant peu de temps à perdre. Assurément, depuis mon retour, je n'ai pas demeuré inutile. Si nous nous sommes heureux, ce ne sera pas faute de prévoyance, ni d'un brûlant désir de faire réussir les glorieux desseins du roi, que je vous supplie d'assurer qu'en quelque lieu que je sois, je n'aurai d'autre but dans l'esprit que de lui obéir et le servir à sa mode. » Alors qu'il se flatte de sa prévoyance, Beaufort reconnaît quelques lignes plus loin que ses troupes risquent de manquer rapidement d'armement. Messieurs de Gadagne, de la Guillotière, de Vivonne, de Clerville et moi sommes convenus qu'il était d'une grande nécessité d'envoyer par les premiers vaisseaux qui partiront d'ici des mousquets et piques de rechange qui soient bien choisis. Puis Beaufort, qui prétend bien connaître la mentalité des morts, augure des dispositions des Berbères à l'égard des Français. « Si nous prenons un poste, je m'offre à y demeurer tant qu'il plaira à Sa Majesté gaiement. Je sais comme il faut gouverner l'esprit des morts. J'apporterai tant d'ordres parmi nos troupes que je les en ferai aimer. Quelques présents marabouts qui gouvernent certains cantons, nous les acquérons absolument. Pour cela, si j'eusse osé, j'aurais emporté quelques draps qui sont encore ici d'une prise de l'année dernière, mais pour rien au monde, je ne toucherai à ces choses-là sans ordre de Sa Majesté. Nous aurons une partie
de ces gens-là avec de l'argent et achetons la marchandise. Quel mépris pour les barbares! Beaufort est ignorant de la fierté des Kabyles, et particulièrement de celle des guerriers des tribus des Kokos et des Beni Abbès qu'il va devoir affronter. Comment peut-il croire que les musulmans, particulièrement ardents dans cette région, puissent si facilement, pour quelques draps ou un peu d'argent, faire alliance avec les chrétiens? Cette méconnaissance de leurs adversaires, dont font preuve les responsables français, est d'autant plus coupable que depuis plus d'un siècle, la France entretient des relations privilégiées avec les Turcs d'Alger et que, grâce aux bastions de France et au comptoir de la Cale et du Cap Rosa, ces marchands ont des contacts réguliers avec les Berbères de Petite Kabylie. Si Beaufort avait seulement lu la lettre du Hollandais publiée par la Gazette de France quelques mois plus tôt, il aurait appris que l'aversion que les musulmans de Barbarie ont du nom chrétien les empêchera d'entretenir jamais aucun accord avec les chrétiens. Le duc a tout de même pris la précaution de demander à Colbert de lui envoyer un certain Février, un homme connaissant tous les chefs de ce pays-là et parlant la langue comme si elle lui était naturelle. Mais cette demande n'a sans doute pas été satisfaite, car le 10 février ne sera jamais plus mentionné par la suite. C'est un certain Durand qui servira d'interprète. Dans son rapport, Beaufort fait une surprenante remarque. S'il y a de l'eau à boire où nous devons aller, écrit-il, ce que la Guette et de Clairville assurent, j'ai une grande espérance. Le fond du port ayant été visité par des gens fort capables d'en connaître, et pourvu qu'il y ait de quoi mettre 8 galères et 6 vaisseaux, je tiens ensuite la Barbarie bien ébranlée de ce côté-là. La réserve du duc sur la présence d'eau potable à Gigery et ses doutes sur la possibilité de mettre en son port un nombre suffisant de navires à l'abri sont inattendus de la part de celui qui a rejeté le choix de Stora parce que, affirmait-il alors, il n'y avait d'eau que pour quelques barques, alors que Gigery était un port assuré pour galères et vaisseaux dans le plus fertile pays du monde. Beaufort est à l'origine du choix de Gigery, qu'il a toujours prétendu avoir soigneusement fait reconnaître. Et le voilà qui, au moment du départ, a l'aplomb d'affirmer que c'est la Guette et Clairville qui lui auraient assuré la présence d'eau potable à Gigery. Or, Clairville, qui aime pourtant se poser en connaisseur des côtes de Barbarie, n'a jamais prétendu être allé à Gigery. Quant à l'intendant, on connaît ses réserves sur le choix de ce site et sa crainte qu'il ait été mal reconnu. Dans son dernier rapport en date du 1er juillet, la Guette, en bon gestionnaire, présente d'abord un état des dépenses suivi de la situation des effectifs. L'intendant se livre ensuite à Colbert. Il lui confesse combien, au cours de ces longs préparatifs, il lui fut difficile de ne pas s'emporter. Car, à vous dire les choses franchement, on a eu ici plus d'égards à faire paraître de l'autorité que de suivre le bon ordre que l'on voulait établir pour faciliter l'embarquement. J'avoue, monsieur, que mon tempérament est d'être un peu prompte, mais il faudrait être de glace ou insensible aux intérêts du roi pour endurer avec froideur la plupart des choses qui se passent ici. Je tâcherai toutefois à l'avenir d'accommoder mon zèle et mon tempérament avec la douceur. Ce n'est que l'on me puisse accuser avec justice d'avoir jamais prononcé une parole injurieuse à qui que ce puisse être. Je confesse souvent que je suis peu agréable en ma façon d'agir, mais qu'en récompense, je suis fort solide dans les choses que je promets et équitable envers tous ceux qui ont affaire à moi, sans distinguer mes amis d'avec mes ennemis. Voilà le caractère de mon âme, que je me suis trouvé obligé de vous faire, sachant que l'on m'a fait passer auprès du roi pour un fâcheux. Après cette auto-analyse fort pertinente, il fait part à nouveau de son optimisme réservé. Enfin, monsieur, il me semble que tout est disposé en façon que l'on ne doit attendre qu'un bon succès pourvu, on dis-je encore une fois, que le port de Gigery se trouve avoir été bien reconnu. Il conclut en annonçant: il fait depuis 3 jours un temps fort fâcheux et contraire au départ de notre armée, mais il a changé et se fait beau et propre pour aller à Minorque. Effectivement, le lendemain matin à la pointe du jour, dans la baie de Toulon, résonne ce coup de partance que tout le monde attend.
Louis XIV et Colbert peuvent enfin se féliciter du lancement de l'expédition, la première opération militaire d'envergure depuis la signature de la paix des Pyrénées, et surtout la première intervention française en terre infidèle depuis les croisades. L'appareillage de cette armada atteste la volonté de grandeur du jeune roi de France et sa détermination d'imposer sa suprématie en Méditerranée. En cet instant, Louis XIV songe peut-être aussi aux perspectives illimitées d'expansion territoriale qui s'ouvrent désormais pour lui en Afrique. Le roi rêve de grandeur et de conquête, Colbert de puissance commerciale, Beaufort, ses officiers et les gentilshommes volontaires d'action d'éclat et de gloire. Les soldats dubitatifs s'interrogent sur cette mystérieuse terre d'Afrique et s'inquiètent de la légendaire barbarie de ces redoutables guerriers.